De quoi s'agit-il? Une conception pragmatique de l'être humain permet de penser l'existence, au-dedans de la personne, de différents types de forces. Nous ne parlons pas de choses mystérieuses, au sens de celles qui relèvent du domaine de la croyance et de la foi. En cette dernière matière, chacun doit être libre de concevoir les choses comme il l'entend, et l'existence des religions et des traditions est peut-être bien une anomalie au sein de la pensée humaine. Le signe d'une carence d'un type encore non défini, qui frappe tous ceux qui ne se posent pas jusqu'au bout certaines questions fondamentales. Ou qui n'acceptent pas le silence impersonnel du cosmos. De quoi parlons-nous ici? Nous parlons de choses dont l'évidence première apparaît aussitôt que l'on prend la peine d'en définir les contours. Mais qui paraissent néanmoins mystérieuses tant qu'on n'y réfléchit pas concrètement et rationnellement. Pour vous amener à comprendre d'une manière claire et précise le concept de galvanisation de l'esprit, nous devons nécessairement nous assurer de la bonne structuration des bases analogiques dont nous allons nous servir. Et souvenez-vous que l'analogie n'est pas l'explication, mais seulement une manière de faciliter la compréhension sur les points permettant des comparaisons pertinentes. Tant de gens raisonnent mal en abusant de l'usage des analogies. Il existe différents types de forces au-dedans de l'être humain. Et ceci est une évidence. Mais avons-nous pris la mesure de ce que cela implique? Si nous évoquons la force physique par exemple, nous pouvons comprendre qu'elle se décline en une variété vertigineuse de nuances. Le gymnaste de haut niveau, dont le corps semble rebondir à la manière d'une balle de caoutchouc, et virevolter dans les airs comme s'il avait des ailes invisibles. Le gymnaste donc, ne semblera pas avoir beaucoup de choses en commun avec le culturiste dont la masse musculaire ressemble à un rocher sculpté. Mais l'un et l'autre explorent différents aspects du même principe général de la force physique. Et tandis que l'un sera capable de faire des figures acrobatiques à 2 mètres et demi du sol, à la vitesse d'un battement de cils. L'autre soulèvera lentement à bout de bras, l'équivalent d'un cheval. Que remarquons-nous au sein de la réaction du commun des mortels? Malgré les exploits que permet le travail méthodique de développement de la force physique, dans une nuance ou dans une autre, la plupart des gens vivent leur vie sans se soucier sérieusement de s'adonner à un tel travail. Néanmoins, le manque d'intérêt de l'homme du commun ne signifie pas une mise en doute de l'existence des potentiels contenus dans la force physique et ses innombrables nuances. Le manque d'intérêt dont nous parlons n'est certes pas complet. Il existe des centaines de milliers de personnes, des millions même, qui s'intéressent activement au développement de leur force physique. Les concepts de la science et de la culture sont-ils suffisamment avenus, pensés pour envisager la notion de force intellectuelle? Parmi les choses qui intéressent naturellement l'être humain, nous devons compter 2 éléments majeurs. Ce ne sont pas les seuls, mais ce sont ceux que nous mettons en exergue à ce niveau précis de notre propos. 2 éléments majeurs. D'abord, l'être humain s'intéresse activement aux moyens de s'assurer agréablement des revenus stables et conséquents. Au mieux, de se constituer une fortune suffisamment grande pour le libérer de la contrainte du travail, et remplacer la contrainte par une relation de plaisir et d'indépendance par rapport au travail. Ensuite, l'être humain est animé du désir d'apprivoiser la complexité croissante de la société au sein de laquelle il évolue, afin de pouvoir bénéficier des perspectives de plaisir et d'épanouissement qui se laissent miroiter dans des sphères sophistiquées. Ces 2 éléments s'entrecroisent et se chevauchent par endroits. Quel est leur point commun? Il est évident dès qu'on y regarde de plus près, les 2 éléments mentionnés s'apprivoisent mieux, quand l'être humain dispose de grandes ressources intellectuelles. C'est-à-dire d'une grande capacité d'acquérir, de maîtriser et de gérer des informations complexes dans des domaines pertinents. Une grande force intellectuelle constitue donc un avantage pragmatique indéniable. Voire un avantage existentiel, si on accepte ce terme dans un sens simultanément immédiat et fondamental. Là où la force physique ne présente pas un intérêt significatif du point de vue des aspirations les plus importantes de la sensibilité de l'être humain. La force intellectuelle possède une autre envergure, et elle signifie plus aisément l'avantage social, que la force physique. Le fait de faire des études, le fait de se former, le fait de se cultiver. Et le simple fait de s'informer, de se tenir au courant des événements de la société et des problèmes de l'actualité. Tout cela signifie que l'être humain a accepté profondément le fait de l'importance de prendre soin de la force intellectuelle, même s'il n'existe pas encore de modalités spécifiques au sein de la société, en termes de travail de développement de la force intellectuelle. Il existe néanmoins des jeux sophistiqués, des systèmes d'entraînement, des exercices pratiques, voire des composés de molécules. Pour muscler les neurones, pour booster la mémoire. Nous pourrions encore prendre d'autres exemples. Mais les 2 exemples ci-dessus devraient suffire à poser les bases générales de la compréhension à partir d'éléments d'analogie. La force la plus importante au sein de l'être humain, c'est la force de son esprit. Pourquoi? Quelles sont les 2 aspirations les plus importantes de l'être humain? Le bonheur et la puissance. Pour le bonheur, la compréhension est simple à poser et à expliciter. L'être humain aspire à naviguer dans une atmosphère vivante d'émotions, de sentiments et de ressentis qui oscillerait entre la paix la plus profonde et la joie, la plus vibrante, avec les nuances innombrables qui remplissent le spectre entre ces 2 horizons. L'apprivoisement d'un tel bonheur, qui serait vivant et stable, nécessite essentiellement 2 grandes capacités. La capacité de maîtriser ses propres réactions intérieures face aux interactions avec le monde extérieur, y inclut évidemment les autres, et la capacité de créer intérieurement des vibrations sensibles et stables que l'on définit soi-même, et qui ne dépendraient donc pas des interactions avec le monde extérieur.
De telles capacités ne relèvent ni de la force physique, ni de la force intellectuelle, ni de l'une quelconque des autres forces de la complexion physique, émotionnelle et mentale. Elles relèvent de la force de l'esprit. L'esprit est ce principe intérieur dont on pourrait dire qu'il est de nature purement énergétique, irréductible à un objet physique, ou émotionnel, ou mental, mais qui interagit avec les sensations physiques, les réactions émotionnelles et les processus mentaux. La raison pour laquelle le bonheur inconditionnel, c'est-à-dire la capacité de maintenir en permanence, ou de ramener avec maîtrise, dans le spectre des nuances entre la paix profonde et la joie vibrante, d'y maintenir ou d'y ramener le régime des sensations physiques, des réactions émotionnelles et des processus mentaux. La raison pour laquelle le bonheur inconditionnel semble impossible à atteindre pour la plupart des gens, qui y aspirent pourtant avec ferveur, c'est que ces gens ne comprennent pas que c'est la force de leur esprit qu'ils doivent cultiver. Ils essaient d'atteindre le bonheur inconditionnel à travers l'accumulation des biens matériels et des relations humaines. Et ils ne s'en rapprochent pas plus lorsqu'ils s'essaient au dénuement matériel et à la raréfaction des relations. Et c'est une mauvaise compréhension de ce qu'est le bonheur, qui les maintient implacablement hors du travail qu'ils devraient faire pour apprivoiser le bonheur. Et cette mauvaise compréhension croit que le bonheur résulte de la satisfaction des désirs, et de la réalisation des rêves. Ce qu'apportent ces choses, ce sont des moments de plaisir. Quant au bonheur, il se joue dans le rapport entre la force de l'esprit, et la complexion psychologique, où vivent les sensations physiques, les réactions émotionnelles et les processus mentaux. Le développement de la force de l'esprit vous donne progressivement une capacité de plus en plus grande d'apprivoiser le bonheur intérieur. Le réel bonheur, qui s'apprivoise à même la vie immédiate, et non celui qui essaie de se construire sur la base de la satisfaction des désirs et de la réalisation des rêves. Nous avons dit que l'autre grande aspiration de l'être humain, c'est la puissance. Et peut-être ne comprenez-vous pas clairement et simplement ce que cela veut dire ? La puissance générale signifie la capacité de l'individu à atteindre les objectifs qu'il se pose. Et il peut y arriver en développant et en mettant en œuvre des talents et des compétences, des habiletés et des aptitudes, des savoirs et des techniques. L'être humain ne veut pas rester impuissant au sein de la grande expérience du réel. Il veut être capable d'impacter des éléments du réel. Et capable de se fixer des buts et de les atteindre. Et cela fait partie intégrante des éléments dynamiques de son être, et essayer d'aller contre cela, c'est aller contre sa nature même. Il y a un principe créateur qui vibre au centre de l'esprit de l'être humain, et ce principe aspire naturellement à s'exprimer et à s'épanouir, à se développer et à se magnifier. Et qu'est-ce que créer ? C'est susciter de l'impact dans le réel, d'une manière ou d'une autre. Mais un impact dirigé, imprégné de l'expression de la conscience, de la volonté et de l'intelligence de la personne. La puissance existe en tant que pure dynamique de la force de l'esprit. Mais cette même puissance s'exprime soit directement, soit indirectement. La puissance indirecte, c'est celle qui consiste dans les compétences et les talents que la personne peut développer. Et qui repose sur la mise en œuvre de la force physique et de la force intellectuelle. Un pianiste virtuose, un pilote d'avion de chasse, un ingénieur aéronautique ont en commun qu'ils exercent des résultantes avancées de la combinaison entre des nuances de force physique et de force intellectuelle. La raison pour laquelle vous ne comprenez pas cela d'une manière naturelle, c'est que vous n'avez pas une conception assez profonde et assez vaste des différentes nuances au sein de la force physique et de la force intellectuelle. La question de la puissance indirecte est assez évidente à saisir, et ceux qui la comprennent et qui s'y intéressent sérieusement, comprennent qu'ils doivent simplement travailler au développement de hautes compétences et de grands talents. Quand vous avez cultivé de grandes compétences ou de grands talents, vous avez certainement été motivé plus ou moins clairement par l'aspiration à développer la puissance. Mais une puissance indirecte. Tous ceux qui possèdent une grande puissance indirecte, surtout si cette puissance consiste dans des compétences ou des talents particulièrement valorisés dans le tissu social. Tous ceux-là sont évidemment admirés par chacun, parce que chacun sait instinctivement que la puissance est une aspiration profonde de l'homme. La force de l'esprit joue un rôle indirect dans le développement de la puissance indirecte. Mais ce rôle, aussi indirect qu'il soit, est néanmoins fondamental. C'est dans la puissance directe que la force de l'esprit est parfaitement au centre du propos. Qu'est-ce que la puissance directe ? C'est le fait que la force de l'esprit a la capacité de s'exercer directement sur les choses. La capacité d'influencer les processus mentaux en soi et chez les autres, les courants émotionnels en soi et chez les autres, les phénomènes physiologiques en soi et chez les autres. La capacité de lire les champs énergétiques qui sont répandus dans les atmosphères et qui peuvent contenir de l'information sur le passé, le présent ou le futur. La capacité d'influencer ces champs énergétiques et d'impacter les lignes du futur. Et d'innombrables autres capacités. Sont quelques exemples des différentes nuances ou des différentes aptitudes au sein de la même idée de puissance directe. Le pouvoir direct de la force de l'esprit sur des éléments du réel. Parce que le bonheur et la puissance sont les aspirations naturelles de l'être humain, la personne devrait s'intéresser de très près à la perspective de pouvoir développer la force de son esprit. Si une telle perspective vous intéresse, permettez-moi de vous dire personnellement quelques mots. Mon nom est Cyril Adongassou, je suis un pratiquant spirituel par nature, et un enseignant spirituel par vocation.
En ayant réalisé moi-même certains degrés de sublimation au sein de la force de mon esprit, je peux m'exprimer avec l'autorité de celui qui sait ce dont il parle par expérience directe et par accomplissement personnel. Ma maîtrise de l'art du travail pratique au sein de l'énergie et de la force de l'esprit me permet de vous accompagner, de vous guider et de vous soutenir dans ce travail pratique. Si le développement de la force de votre esprit est une chose qui vous intéresse, alors je peux être votre guide et votre instructeur dans ce travail. Sur mon site internet, vous trouverez aisément les accès qui vous permettront deux choses, d'assister gratuitement aux sessions online hebdomadaires de pratique guidée pour le développement de l'esprit. Ces sessions sont dispensées online tous les mardis et tous les jeudis sur le créneau 20h en heure française. 2. De télécharger librement les pratiques guidées issues de ces sessions. Si vous avez eu la force et l'intelligence de lire cet article jusqu'au bout, c'est que ce service que je propose est vraiment fait pour vous, alors n'hésitez pas à en bénéficier, dynamiser et accélérer le développement de votre esprit.